J'accueille maintenant Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde parle de votre livre, vous êtes dans Tout le monde en parle, c'est normal. Le livre s'appelle « Qui a tué Daniel Pearl ?» et c'est édité chez Grasset. Qui a tué Daniel Pearl? Donc un titre de polar pour un livre qui mêle l'enquête journalistique, le témoignage historique, la réflexion philosophique. Alors on va commencer par le commencement. Avant de savoir qui a tué Daniel Pearl, on va se demander qui était Daniel Pearl. Fou d'info, grand reporter au Wall Street Journal, c'est ça? Oui, grand journaliste, maniaque de la vérité, grand américain, ouvert au monde, curieux du monde. Il y a l'Amérique des faucons de George Bush et il y a l'Amérique de Daniel Pearl. C'était une sorte de juste et qui était au Pakistan parce qu'il voulait comprendre, il voulait connaître le mal, il voulait approcher au plus près des barbaries contemporaines. Ouais. Alors Pearl a été enlevé à Karachi le 23 janvier 2002, assassiné une semaine plus tard, et son supplice a été filmé par ses bourreaux. Daniel Pearl a été assassiné, si j'ose dire, en direct. C'est un cas assez inédit, je trouve, dans l'histoire des barbaries. Il y a des assassins qui cachent leurs crimes. Les nazis considéraient leurs propres crimes comme un terrifiant secret dont il fallait effacer les traces. Les islamistes qui décapitent Daniel Pearl, au contraire, veulent l'exhiber, veulent le montrer. Et dans cette vidéo qu'ils ont prise, et qui est un document terrible que j'ai vu et revu, trop d'ailleurs peut-être, le film se termine par l'image d'une main qui brandit la tête décapitée de Daniel Pearl, sanguinolente et décapitée. Et puis on ne le tue pas n'importe comment, on le tue après lui avoir fait dire devant la caméra: je suis juif, mon père est juif, ma mère est juive, j'appartiens à une famille sioniste, l'un de nos aïeux, Haïm Pearl, avait donné son nom à une rue dans un petit village près de Tel Aviv. Et pour moi, cette image, c'est vrai que lorsque je l'ai vue pour la première fois, j'ai tout de suite senti qu'elle était bouleversante, qu'elle était peut-être aussi importante dans ce début du XXIe siècle que l'image des tours brisées, des tours détruites du World Trade Center. Alors la vidéo est diffusée sur Internet, et vous dites dans votre bouquin qu'elle est vendue au Pakistan à la porte de certaines mosquées comme un instrument de propagande. Oui, c'est comme ça que moi je ne l'ai pas trouvé sur Internet, je l'ai trouvé au Pakistan, je l'ai acheté dans une mosquée, à la porte d'une mosquée de Karachi, sous le manteau, mais ça ne trompait personne. Et en effet, pour ceux qui me l'ont vendu, ce crime n'est pas un crime honteux, c'est un crime dont on se prévaut, c'est un crime que l'on porte en bandoulière, c'est un crime qui est supposé faire gloire à Dieu. Ces possédés-là, c'est ce que je dis à un moment donné du livre, et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Moi, je suis, comme tous les Occidentaux, je suis habitué à une définition du nihilisme très occidentale. Le nihiliste, le possédé, c'est celui qui croit que tout est permis parce que Dieu n'existe plus. Ceux-là pensent que tout est permis parce que Dieu existe, y compris découper, égorger un homme, un juif, le découper en 10 morceaux, recomposer ces 10 morceaux, les bras, les jambes coupées à l'aine, le tronc, la tête, les pieds, pour l'enterrer. Et une fois enterré, diffuser cette cassette dans les madrasas et les mosquées. Donc c'est là en effet que je l'ai trouvé. Alors Pearl a été tué parce qu'il était américain, parce qu'il était journaliste, parce qu'il était juif, vous venez de le dire, mais surtout, je dirais, parce qu'il était sur le point de découvrir des choses très graves. On va voir quoi. Et c'est là où vous reprenez, vous, Bernard-Henri Lévy, l'enquête de Daniel Pearl, là où il l'avait laissé. Une enquête qui va durer 1 an et qui va vous mener à Karachi, à Londres, à New Delhi, à Washington, en Bosnie, en Californie. Une enquête que l'on suit dans votre bouquin jour après jour. Une enquête dangereuse,
Parce que finalement, contrairement à ce que vous dites aux autorités pakistanaises, en arrivant à Karachi, c'est pas la première fois que vous venez au Pakistan, puisque ça a été votre premier livre en 71, à l'époque du Bangladesh, quand le Pakistan oriental s'est séparé du Pakistan occidental. Et puis vous êtes juif. Il faut être cinglé, non? Je ne sais pas. Vous savez, c'était dangereux. Oui, peut-être, mais j'étais instruit par le précédent de Pearl. Je savais les pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber. Je savais celui où il était tombé lui-même. Et voilà. Et pour moi, c'était, je ne sais pas comment vous dire, j'ai passé cette année dans un drôle d'état. Je pensais qu'il fallait faire ça. C'était ça mon idée, mon obsession, mon idée fixe. Je voulais finir l'article inachevé de Daniel Pearl. Cet homme qui, en même temps, jusqu'à la dernière minute, essayait de comprendre qui il avait en face de lui. C'est une des choses aussi qui m'a tellement impressionné, jusque dans ce lieu de son supplice où je suis allé. Oui, parce que vous allez effectivement jusqu'à ce que vous appelez la maison du supplice, c'est-à-dire l'endroit où Pearl a été assassiné, filmé, découpé, enterré. J'ai voulu le faire, c'était pour moi très important. J'ai voulu retrouver tous les lieux où ces assassins se sont réunis, les lieux où ils ont passé leur dernière nuit, le lieu où il a été enlevé, et puis le lieu où il a été séquestré, dans les faubourgs de Karachi, à l'extrême limite de la ville, une petite maison dans un jardin de manguiers et d'acacias, cachée de la rue et des regards extérieurs, une maison totalement désolée, avec des convois de fourmis rouges, avec un sol humide, avec une sorte d'inondation permanente qui vient des écoulements d'eau du dehors, un lit de corde qui est toujours là, qui était le lit de Daniel Pearl, et où il a passé ces 6 jours, dans des conditions donc épouvantables, avec la mort qui l'attendait au bout de ce rendez-vous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que jusque dans ces circonstances-là, il faisait son métier. Il était en face d'eux et il voulait comprendre qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. Pourquoi ces hommes-là le haïssaient et nous haïssaient? Qu'est-ce que c'était qu'un islamiste radical? Comment l'islam, qui est une belle religion, pouvait connaître ce dévoiement? Parce que Daniel Pearl, c'est aussi une chose, moi, qui m'a attaché à lui. L'islam, oui. Voilà, et qui fait que j'ai vécu dans sa compagnie pendant tous ces mois. C'est que c'était un type tout de même bizarre, qui pensait qui se sentait proche de ses adversaires, qui ne les stigmatisait pas, qui allait vers l'autre, et qui, jusque dans ces conditions extrêmes, donc jusque dans sa geôle, n'avait qu'une obsession, savoir ce qu'ils avaient dans le crâne, probablement jusqu'à la dernière seconde. Je crois qu'au moment où on l'amène, en tout cas, dans la deuxième cellule, celle où on va l'exécuter, quand il voit autour de lui les 6 Pakistanais qui l'attendent, les 3 Yéménites dans un coin, qui ont déjà le grand couteau recourbé à moitié sorti du fourreau, celui qui va le tuer, lorsqu'il voit le petit caméscope qu'il prend d'abord pour un fusil, qui va le tuer à bout portant et dont il comprend ensuite que c'est une vidéo, je crois que jusqu'à cette dernière minute-là, jusqu'au moment où certains de ceux-là sortent pour laisser la place aux Yéménites qui vont procéder à l'exécution, il n'y croit pas. Il croit qu'il est encore en présence d'un groupe d'islamistes dont il va essayer de comprendre les motivations et les ressorts. Alors dans votre bouquin, il y a ce personnage donc, de Daniel Pearl, ce journaliste. Il y a un autre personnage qui est très fascinant aussi, même s'il incarne le mal. C'est le dénommé Omar Sheikh, le cerveau de l'assassinat de Daniel Pearl, qui est en fait anglais. Omar Sheikh, donc cet assassin, ce type qui a tout organisé, qui a constitué autour de ce crime tout un syndicat, qui a rassemblé toutes les composantes de la mouvance islamiste pakistanaise, donc un personnage épouvantable. Or, c'est vrai qu'il est des nôtres, c'est vrai qu'il est anglais, pas anglais, anglais parfait, élevé dans les meilleures écoles, à la London School of Economics, qui est un peu l'ENA britannique. Il sort de cette école. Il appartient à une famille de bourgeois. Les parents le voyaient comme un futur grand d'Angleterre, comme un futur lord. Alors, Bernard, pourquoi ce basculement? Pourquoi des gens, justement, comme Ben Laden, comme Mohamed Atta, comme Omar Sheikh, comment des gens comme ça peuvent basculer? J'ai quelques hypothèses dans ce livre. L'obsession de la pureté, un certain rapport à la sexualité, au corps féminin. Omar Sheikh est un personnage qui est vierge à 30 ans. C'est quelqu'un qui est intéressé par les filles, qui probablement les intéresse, qui est beau gosse, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, cultivé, etc. Et il a une espèce d'effroi, de peur panique du corps et du sexe féminin. Et il dit à un moment donné, moi je retrouve en Espagne, dans un petit village espagnol, perché dans les montagnes du nord de l'Espagne,
un gars, une espèce de vieux rocker anglais qui s'appelle Peter G., qui avait fait quelques années de prison à New Delhi pour trafic de mauvais chocolat blanc, et qui a passé 8 mois dans la même cellule que Omar Sheikh. Hein. Voilà. Ils ont été compagnons de cellule. Et Peter G. me dit que des nuits entières, il parlait notamment de ça, des femmes. Et Omar Sheikh lui disait, au fond, tu vois, il était déjà devenu terroriste, il avait déjà basculé dans l'horreur. Le vrai courage, c'est pas d'avoir peur de la mort. Je n'en ai pas peur. C'est pas de se mettre une ceinture d'explosifs et d'aller se faire sauter contre un char indien ou contre un soldat israélien. Non, le vrai courage, ça aurait été, lorsque j'étais à la London School of Economics, d'inviter la petite Sarah, dont j'étais secrètement épris, et de l'inviter à boire un café. Alors Bernard, vous découvrez donc que cet Omar Sheikh est lié au service secret pakistanais. Et finalement, l'assassinat de Daniel Pearl n'est pas un simple assassinat commis par une bande de terroristes islamistes, c'est un crime d'État. Ça me semblait tellement fou qu'un État tout entier se mobilise et mobilise ses forces de mort pour exécuter un simple individu que j'ai tardé à l'admettre. Et je crois malheureusement que les preuves que je produis sont accablantes. Omar Sheikh était un agent des services secrets pakistanais et c'est sur ordre de ses supérieurs qu'il a assassiné ou organisé l'assassinat de Daniel Pearl. Ouais. Oui. Et là, alors là, ce que vous racontez donne le vertige. On s'aperçoit effectivement que le patron du Pakistan, le président du Pakistan, c'est-à-dire Musharraf, ne contrôle pas du tout son pays, puisque 8 jours après la mort de Daniel Pearl, il est aux USA, il est à Washington, et on lui demande s'il pense retrouver Pearl, donc 8 jours après la mort, et il dit oui, dans quelques jours, je l'espère. On se rend compte que ce Pakistan, en fait, n'est pas tenu. C'est-à-dire que Parvez Musharraf, c'est un type qui tient pas son pays. On voit bien d'ailleurs qu'à un moment, vous allez dans une mosquée qui s'appelle Binori Town, qui est l'endroit où Ben Laden a sans doute été soigné après son départ d'Afghanistan. Il y a un hôpital, il y a un studio d'enregistrement. C'est à 500 mètres du consulat des États-Unis. Et c'est une base terroriste, quoi. C'est probablement la base d'où partent les ordres. La base de la base, oui. Oui, la base de la base, c'est-à-dire la base de l'Al-Qaïda, absolument. Le repère absolu, l'endroit où Ben Laden va se faire soigner. Binori Town, il faut se figurer ce que c'est. C'est un lieu saint, c'est une mosquée, donc un lieu de piété, où vous rencontrez des gens en armes, des mollahs en armes, où vous voyez des placards, des portraits dans un lieu qui est supposé interdire la représentation, des portraits de Ben Laden, et tout ça en effet au cœur de Karachi, au cœur d'une capitale, d'un pays supposé être allié des États-Unis. Et là, vous découvrez en fait la proximité complète qui existe entre Al-Qaïda et le Pakistan, l'implication d'Omar Sheikh dans les attentats du 11 septembre. Oui, on l'a bien vu après le 11 septembre, d'ailleurs, comme le Pakistan n'était pas tenu du tout, puisqu'ils arrivaient à peine à contenir les révoltes et les débuts de colère. Bien sûr, vous avez absolument raison, mais là, ne pas parvenir à contenir des révoltes est une chose. Donner l'ordre d'envoyer de l'argent à Mohamed Atta, qui est une des choses que je produis dans le livre, une des informations que j'apporte dans le livre, en est une autre. Moi, je crois aujourd'hui que le Pakistan, État allié des États-Unis, membre de la coalition antiterroriste, fait partie des États bailleurs de fonds de l'attentat du 11 septembre. Autrement dit, c'est la citadelle, c'est le centre nerveux, c'est le cœur de la galaxie Al-Qaïda. Alors, ce Omar a aidé Ben Laden à mettre de l'ordre dans ses finances. Et là, effectivement, ce que vous dites, c'est assez évident, mais on n'y pense pas obligatoirement. C'est vrai que Ben Laden arrive toujours, les gens comme lui, arrivent toujours à se faire passer pour des gens extrêmement désintéressés. Ben Laden, c'est comme Le Pen. C'est comme Le Pen. Vous savez que Le Pen, quand on veut être candidat aux élections, il faut payer. Il faut payer le chef, il faut payer le loyer du château de Saint-Cloud. Ben Laden, c'est pareil. Tout le système est organisé comme un système d'extorsion de fonds, une mafia, un gang. Alors, extorsion de trafic de drogue, trafic, alors ces hommes qui se prétendent porteurs d'un islam pur, trafic de filles, de vierges de préférence, qui sont livrées à tel ou tel émir, de tel ou tel émirat. Trafic de matières diverses, trafic de fausses cartes de crédit, spéculation boursière très sophistiquée. Oui, parce que sur les attentats du 11 septembre, ils avaient acheté des actions, puisqu'ils savaient la date, évidemment.
il savait la date. Délit d'initié. Un délit d'initié puissance 1000. On a l'idée, on se dit Ben Laden c'est une crapule, etc. Mais enfin au moins il y croit. Ouais, au moins c'est un ascète qui vit dans sa grotte, dans son désert, dans son Tora Bora et qui fait don de sa fortune à la cause de la révolution. C'est le contraire. C'est un mec qui fait du fric. C'est un type qui vit probablement dans un... Vous savez, moi j'ai visité la maison de Mollah Omar. Mollah Omar qui était son complice à Kandahar, le patron des talibans. J'ai visité sa maison, la maison de cet homme qu'on imaginait, là encore, comme un modèle de piété. C'est un lupanar, une maison d'un luxe extraordinaire, horrible d'ailleurs, d'un kitsch absolument insupportable. Comme chez Saddam Hussein, oui, c'est pas terrible. Pire que Saddam Hussein, pire que Saddam Hussein, des roses criards, des scènes de vie au paradis, des hammams, des saunas, des jacuzzis, des choses hallucinantes. Ce sont des gens pour qui le djihadisme, l'intégrisme musulman, c'est une manière d'acquérir du pouvoir et de l'argent. C'est une économie, oui. C'est une économie, une source de prestige. On voit bien, moi j'ai retrouvé des gens qui étaient des voisins d'Omar à Lahore. Et il le voit revenir après son premier séjour en prison en Inde, il le voit arriver à Lahore. Il jouit d'un prestige extraordinaire. Il a enlevé des touristes anglais, il a procédé ou assisté à la décapitation, déjà avant Daniel Pearl, d'un jeune Indien. Mais il est un héros. Il roule en 4x4, il a des amis prestigieux, il est invité dans toutes les grandes soirées organisées par les officiels pakistanais. Le terrorisme comme ascenseur social. Alors ce qu'on apprend aussi en lisant votre bouquin, c'est que Ben Laden, on le prend toujours pour le sommet de la pyramide, pour le chef suprême, en fait il a des maîtres. Et si Pearl a été assassiné, c'est aussi parce qu'il était sur la piste d'un dénommé Gilani, qui est un peu le parrain du parrain, un peu le parrain de Ben Laden. Et lui, pareil, c'est un mec qui vient des USA. Pearl a véritablement levé le lièvre. Ce personnage, Pir Mubarak Shah Gilani, était totalement inconnu. Il y avait eu un premier article qui était paru dans le Boston Globe, et quelques jours après, Pearl se met sur la piste. Et de manière obsessionnelle. Et c'est ça qu'il faisait le jour où il a été enlevé. On venait le chercher pour l'amener à ce monsieur Omar, Gilani. en fait, veut l'amener chez Gilani. Voilà, c'est ça le deal de départ. Omar est censé, il donnerait tout. Il rentre le lendemain aux États-Unis, son reportage est terminé, son billet d'avion est pris, il a une fête d'adieu qui est organisée pour lui le soir même, sa femme Marianne est enceinte, ils attendent un petit garçon qui est né aujourd'hui, maintenant, enfin il y a quelques mois, et son dernier rendez-vous, et il donnerait tout. Et il a donné sa vie pour ce rendez-vous, c'est pour aller voir ce Gilani. Parce que qui est ce Gilani? Moi, là encore, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis remis dans les pas de Pearl. J'ai essayé de tirer complètement le fil qu'il avait commencé de tirer. Et je découvre quoi? Que c'est en effet le maître secret de Ben Laden. Ben Laden, c'est un bon financier, c'est peut-être un bon stratège, c'est un bon public relations d'Al-Qaïda, mais ce n'est pas un idéologue, ce n'est pas un maître spirituel, et il a derrière lui des maîtres spirituels qui sont un peu ses souffleurs. Gilani, c'est le souffleur de Ben Laden. Ça, c'est la première chose qu'avait pressenti Pearl et que je crois, je démontre. Deuxièmement, Gilani, c'est quelqu'un dont l'organisation, elle est à cheval, en effet, et ça c'est extrêmement troublant, à cheval entre le Pakistan et les États-Unis. Sa secte, elle s'appelle la secte Al-Fuqra. Elle a une filiale aux États-Unis qui s'appelle Muslims of America, laquelle Muslims of America achète des centaines d'hectares dans des comtés peu peuplés des États-Unis, dans le Delaware, dans le Colorado, ailleurs, près de San Francisco aussi, et organise là des espèces de petites communautés, des phalanstères, des enclaves, vivant selon les règles d'un islam pur, portant au fronton. J'ai visité l'un de ces villages. Et on voit, c'est une atmosphère de western, c'est des pionniers, il y a des roulottes, il y a la roulotte de la mosquée, il y a la roulotte de la boulangerie, il y a plusieurs roulottes en cercle qui forment l'école des grands et puis l'école des petits, plus en dur. Et vous avez là des communautés villageoises qui sont supposées, dont tout un côté retour à la terre, quitter les villes du démon, quitter l'esprit de corruption de l'Occident, comme des quakers musulmans, quoi. Des quakers musulmans reconstituant une espèce de pureté
à l'intérieur même du corps de l'ennemi. Gilani, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est la deuxième chose que Pearl était, je crois, en train de découvrir. Et la troisième chose que Pearl était en train de découvrir, c'est la bombe nucléaire pakistanaise. Mais ce que vous dites dans votre bouquin, et c'est assez logique, c'est qu'en fait, cette bombe pakistanaise n'est pas vraiment pakistanaise. C'est la bombe islamique, c'est la bombe de l'Oumma. Parce que les savants, vous dites le Oppenheimer pakistanais, l'inventeur de la bombe atomique pakistanaise, en fait, il est tellement proche des djihadistes, des islamistes purs et durs, qu'en fait la bombe appartient à eux. Je retrouve la piste d'un type qui s'appelle Abdul Qader Khan, qui est en effet le patron du commissariat à l'énergie atomique pakistanais et l'inventeur de la bombe islamique. Et là encore plusieurs choses. D'abord, le type, c'est un vrai islamiste. Il appartient à une organisation, le Lashkar-e-Toïba, qui est une des organisations djihadistes les plus cruelles, les plus barbares, mêlées à l'assassinat de Pearl. Il en est l'une des figures marquantes. Deuxièmement, c'est un homme extraordinairement populaire dans les manifestations dont vous parliez tout à l'heure, ces manifestations de djihadistes, anti-américaines, anti-Moucharaf, anti-tout ça. Il y a des portraits d'Abdul Qader Khan en tête. Il y a des portraits des missiles pakistanais. C'est le seul pays au monde où on voit en tête des manifs des banderoles ou des pancartes où on voit des dessins naïfs des missiles pakistanais. C'est le seul pays au monde où l'arme nucléaire est une grande cause nationale et une grande cause religieuse. Et chaque fois qu'il y a des tentatives de la part des États-Unis, bien sûr, mais même de la communauté internationale, d'obliger le Pakistan à respecter les pactes de non-prolifération nucléaire, vous avez des manifs terribles dans la rue sur le thème « Vous êtes en train de brader l'honneur national du Pakistan, la bombe n'appartient pas aux militaires pakistanais, elle appartient au peuple de Dieu et elle appartient à la communauté musulmane tout entière. » Et ce que Pearl découvre, c'est qu'il y a depuis plusieurs mois des contacts en effet étroits entre ces hommes-là, Abdul Qader Khan et d'autres, Mahmoud, et puis Ben Laden, autrefois les talibans, maintenant Ben Laden, et les Coréens du Nord. Donc vous avez ici un État, Pakistan, qui n'a pas, vous disiez, quasi l'arme nucléaire. Non, c'est un État nucléaire. Il a la bombe atomique, il est doté d'armes de destruction massive. Et ces armes de destruction massive, sa doctrine officielle aujourd'hui, c'est qu'elles doivent proliférer. C'est qu'elles doivent aller sous forme de bombes sales ou de bombes miniaturisées dans les mains des assassins qui croient à la guerre des civilisations, contrairement à Daniel Pearl ou contrairement à nous.